En entendant le terme « salin », Lumian fut véritablement surpris, même avec sa richesse d'expérience. Séraphine et Gabriel avaient mentionné précédemment que l'auberge comptait au total 13 chambres, mais la chambre n'avait jamais été mentionnée. C'était comme s'il n'était jamais entré dans l'auberge. Lumian avait toujours trouvé qu'il s'agissait d'une mystérieuse omission, soupçonnant qu'il y avait des points critiques cachés dans ce fait. À sa grande surprise, l'homme habillé en peintre, probablement un pixie, l'a maintenant appelé « Chambrin ». C'était au-delà de toute croyance. Lumian était certain que les symboles sur lui étaient liés à Monsieur Foule et à l'entité connue sous le nom d'inévitabilité. Il n'avait rien à voir avec le peintre. Même si Thermiboro, l'ange d'un dieu maléfique, résidait en lui, c'était fondamentalement différent des chambres d'auberge comme celle de Séraphine. Ils avaient différentes sources de pouvoir et constituaient différentes formes de demeure. À ce moment-là, Lumian n'a pas perdu de temps à analyser pourquoi le suspect Pixie l'appelait Chambrin ou si des informations importantes y étaient cachées. Il savait une chose. À moins qu'il ne puisse éliminer ou contrôler rapidement les deux ennemis dans les airs et prendre le commandement du trou noir dans la zone de la salle de Balbrise, les résidents de l'auberge remarqueraient sans aucun doute l'anomalie et précipiteraient leur chambre sur les lieux, rendant la situation plus compliquée. En entendant « Salin », Jenna a été tout aussi choquée, mais elle n'a pas interrogé Lumian ni perdu de temps à chercher des réponses. Elle récupéra la flèche du sanguinaire, faite d'obsidienne, et la plongea dans sa poitrine, alors qu'elle avait utilisé quelques heures auparavant. À ce stade, elle se souciait peu de l'accumulation de mutations dans son corps. De même si quelque chose n'allait pas avec Ciel, elle devrait attendre qu'il s'échappe avant de s'enquérir. Alors que la flèche du sanguinaire lui transperça la poitrine, un épais brouillard noir émanait du dos de Jenna, formant une paire d'ailes de chauve-souris colossale et plutôt illusoire. D'un mouvement puissant, elle se précipita vers la femme au béret bleu et l'homme en pantalon rouge. Simultanément, des flammes noires se sont progressivement condensées dans la paume de la sorcière. Les ailes colossales de chauve-souris s'étendaient de bas en haut, obscurcissant la ligne de mire des peintres. L'homme en pantalon rouge retourna rapidement son pinceau et le trempa dans de la peinture argentée, dessinant un éclair menaçant sur ses vêtements. Un éclair blanc argenté s'est détaché de la chemise blanche de l'homme et a frappé les ailes noires illusoires à membrane de Jenna, engourdissant tout son corps par l'énergie électrique crépitante. Le brouillard noir et dense qui avait formé les ailes de la chauve-souris fut atténué par la foudre, et Jenna commença à descendre lentement alors qu'elle perdait le contrôle de son vol. À ce moment critique, la forme de Lumian s'est matérialisée dans les airs juste derrière le peintre en pantalon rouge. Sans la capacité de voler ou de flotter, Lumian a choisi de se téléporter. Voyant Jenna utiliser la flèche du sanguinaire pour créer des ailes des ténèbres et voler hardiment vers les deux présumés Pixies, Lumian comprit que son compagnon attirait probablement l'attention de l'ennemi et lui créait une opportunité d'attaquer rapidement l'une de leurs cibles. Les sorcières se battaient rarement de cette manière. « Ah !» Lumian s'est exclamé alors qu'une lumière jaune pâle, ressemblant à un courant d'air, jaillissait de sa bouche et frappait l'homme en pantalon rouge. Avant que le peintre, qui venait de dessiner des éclairs, puisse réagir ou même se rendre compte que Lumian était apparu derrière lui, il ferma les yeux et perdit connaissance. Sans suspension, il a chuté au sol. La femme au béret bleu est restée calme. Des personnages apparaissaient dans ses yeux, comme s'ils contenaient un monde en eux. L'une des figures a traversé les frontières de la fiction et de la réalité, passant du royaume de la fantaisie au monde du tableau. Vêtue d'une robe bleu clair, avec de longs cheveux blonds épais et des yeux bleu clair sereins, Aurore. C'était Aurore. En voyant cela, la détermination de Lumian est restée inébranlable. Ses yeux brûlaient de colère. Êtes-vous digne d'imaginer Aurore? Alors qu'il descendait du ciel, des boules de feu pourpre se matérialisèrent autour de son corps et furent lancées vers la femme au béret bleu. La femme a tendu la main droite et l'a enfoncée dans le vide. Son être tout entier devint soudain illusoire, son expression vide et froide. De nombreuses boules de feu sont tombées sur elle, mais elles n'ont pas explosé, comme s'il n'y avait rien. Ils ont traversé sa silhouette et ont explosé à proximité. Au même moment, le peintre en pantalon rouge atterrit devant Jenna avec un craquement distinct. La douleur atroce l'a ramené de l'état inconscient induit par le sort d'Arymphe de Lumian. Il ouvrit instinctivement les yeux. Juste au moment où la femme au béret bleu esquivait l'explosion, elle sortit de son état particulier et s'envola vers Jenna, qui était sur le point d'atterrir. En un instant, elle est entrée en collision avec Jenna, envoyant de la lumière des étoiles et des étincelles volant comme des météores. Craqué. Le corps de Jenna s'est brisé en fragments, se transformant en morceaux de miroir reflétant la lumière du soleil. Sa forme réapparut à côté de l'obscurité profonde de la salle de Balbrise. Lumian descendit avec un whoosh, ses pieds atterrissant lourdement sur le sol, son corps se balançant. À ce moment précis, tous les trois, ainsi que la femme au béret bleu, semblaient ressentir quelque chose. Ils tournèrent la tête et jetèrent leur regard vers les carrefours menant à l'avenue du marché. Des femmes aux dispositions détachées, aux yeux fugitifs et aux expressions indifférentes ont émergé de différentes directions. Il s'agissait de la salle 12 Séraphine et de la salle 7, que Lumian et Jenna avaient récemment rencontrées. Gabriel suivait de près Séraphine, le regard de plus en plus vide, le visage déformé par l'agonie. Jenna et Lumian ressentirent un malaise rampant, comme s'ils descendaient inexorablement dans un abîme. Soudain,
Une main s'étendue de l'obscurité de la salle de bal-brise. C'était une main dépourvue de chair et de peau, composée d'os flétris, jaunis et tachés de rouille. Dans la grotte énigmatique ornée d'une fresque colossale, le jeune peintre a modifié sa forme et s'est libéré de l'emprise de la paume squelettique. Il existait dans un état entre la réalité et le monde des esprits, intouchable par quiconque et incapable de toucher qui que ce soit. Sa seule capacité était d'observer l'espace vide sur la paroi rocheuse et le sol se croiser, devenant sombre et visqueux, semblable à un marécage sans fond. À ce moment-là, un squelette incomplet, composé d'os tachés de rouge foncé et de rouille, émergea du marais. Le squelette semblait provenir des temps anciens. Il étendit ses doigts osseux dans la peinture à l'huile sur la paroi rocheuse, correspondant à la salle de bal brise incomplète. En dessous, d'autres squelettes jaunis sortaient des profondeurs du marais. Certains portaient des armures couleur fer brisé, d'autres portaient des armes rouillées, quelques-uns manquaient un tiers de leur corps, et certains étaient dépourvus de tête. Dans le quartier du marché, sous l'église Saint-Robert, au sein de l'Inquisition. Dans son bureau, Angoulême de François, vêtu d'une chemise dorée, observait attentivement ses subordonnés délivrant des informations un à un. Une violente explosion en direction du cloître de la vallée profonde. Activité anormale détectée sous terre. La cathédrale Sainte-Viève a donné l'ordre de maintenir une vigilance maximale ce soir. Quelqu'un sur les quais organise une grande grève demain matin et distribue des armes. Il y a aussi des gens qui organisent une marche dans les usines au sud. Les purificateurs disposaient d'un vaste réseau d'informateurs, surpassant même les courtiers d'information les plus prolifiques. Les multiples reportages faisant état d'événements insolites en divers endroits du quartier du marché ont failli faire perdre à Angoulême le contrôle de son expression. Ses muscles du visage se contractèrent très légèrement. Quand le silence s'est finalement calmé et que plus aucun subordonné n'est venu faire son rapport, Angoulême s'est levé, a ajusté son col, a ramassé un dossier conséquent et l'a claqué sur la table. Ce faisant, le diacre purificateur jura silencieusement, « L'âme cachée, veux-tu ma mort ?» Depuis que Hiddenblad l'avait informé de la collaboration de Gardner-Martin avec les Carbonari, des anomalies entre les Carbonari et le cloître de Deep Valley, et de la situation de l'auberge, diverses irrégularités étaient apparues de tous les coins, mettant sans relâche ses nerfs à rude épreuve. Quelques heures seulement s'étaient écoulées, mais Angoulême avait l'impression qu'une tempête se formait. Ouf! Angoulême expira et compila les informations recueillies, et rapports de Hiddenblad et les questions sur lesquelles elle avait demandé des éclaircissements dans un seul document. Il l'a épinglé au mur avec une punaise, dans l'espoir de discerner des motifs ou des détails négligés. Le regard du diacre purificateur parcourut la pièce. Après un certain temps, ses yeux se posèrent sur l'un des documents. Hiddenblad s'était renseigné sur le secret de l'ancien cimetière de l'église Saint-Robert mais n'avait pas reçu de réponse. L'ancien cimetière se trouvait dans l'actuelle salle de bal-brise. Le cœur d'Angoulême s'agita et il résolut de chercher une fois de plus des réponses à cette question. C'était l'une des rares choses qu'il pouvait entreprendre pour le moment. Blasted Hiddenblad, une fois ce problème résolu, si vous ne quittez pas le quartier du marché, je demanderai un transfert. Angoulême jura intérieurement alors qu'il se précipitait dans la salle des télégraphes, composant avec colère un télégramme. Il avait l'intention de faire comprendre aux supérieurs qu'il ne devrait pas être trop strict sur les classifications de confidentialité lorsqu'il s'agissait de renseignements. Plus tôt il pourrait comprendre les détails, plus tôt il pourrait découvrir la vérité et prévenir une catastrophe imminente. Après 10 minutes d'attente, Angoulême reçoit une réponse. L'ancien cimetière de l'église Saint-Robert est situé au-dessus d'un nœud de scellement de la 4e époque à Trèves. Dans le passé, il y avait une brèche qui a permis la libération d'un défunt de la 4e époque. Par la suite, elle a été renforcée et la situation a été contenue. Lorsque le système de scellement des catacombes a remplacé ces nœuds, l'ancien cimetière a perdu de son importance et n'a pas été conservé.